Mesdames, Messieurs, vous savez faire l'option optimale pour être au cœur de l'actualité. Voici les titres de ce journal. Droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Ne laissez personne de côté, c'est le thème qui retient les attentions des Béninois et autorités ministérielles à l'occasion de la célébration ce jour, mercredi 16 octobre de l'an 2024, de la 44e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. Le ministre Gaston Kossi-Dossoui de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche sera dans ce journal. Son message est à suivre sans oublier l'objectif et les manifestations prévues au Bénin dans le cadre de cette édition. Pendant ce temps, la deuxième session de la conférence des gestionnaires des ressources humaines de l'État au titre de l'année 2024 s'est ouverte hier, mardi 15 octobre, et va se poursuivre ce jour. Cette session réunit donc les secrétaires, directeurs de la planification de l'administration et des finances. Le point à suivre dans ce journal. Et puis 8 ans de gouvernance du président Patrice Talon, les ministres poursuivent leur reddition de comptes. De la santé à l'agriculture, la santé, l'enseignement supérieur, c'est au tour du ministre des enseignements maternels et primaires de faire le point. Salimanou Karimou est à suivre dans ce journal. En autre sport, nous parlerons dans ce journal en boucle, ce sera l'espoir, l'élimination du Bénin qui s'incline, le Bénin qui s'incline contre le Rwanda et repousse donc sa qualification. C'est dans ce journal. D'autres nouvelles au plan local et national seront au menu. Merci de nous préférer pour vous informer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à tous. Le Bénin, notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce jour, mercredi 16 octobre, la 44e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. Une journée instituée depuis 1981 à l'initiative de la FAO. Le thème retenu pour cette année est « Droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Ne laissez personne de côté ». À l'occasion de la célébration de cette journée au Bénin, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a délivré un message à l'endroit du peuple béninois. Gaston Kossi-Dossoui n'a pas manqué de revenir sur l'objectif d'une telle journée. Écoutons-le. La Journée mondiale de l'alimentation a pour but de mobiliser la conscience et l'action collective en faveur de l'environnement et des victimes de la faim et de la malnutrition. Cette année, la Journée mondiale de l'alimentation concentre les énergies sur l'alimentation en tant que droit fondamental inscrit dans la législation internationale. Cependant, dans plusieurs contrées du monde, y compris le Bénin, quelques 800 millions de personnes n'ont pas accès aux aliments dont ils ont besoin pour mener une vie saine et active. Depuis le temps, l'échéance de 2030 de l'agenda objectif de développement durable, au cœur desquels se trouve la problématique de faim zéro, s'annonce inexorablement à nos portes. C'est donc à juste titre que la FAO a retenu comme thème de la journée de cette année pour nous alerter droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Ne laissez personne de côté. Ce thème appelle non seulement une convergence d'engagement et d'action des gouvernants et des gouvernements, du secteur privé, des institutions de recherche, des organisations professionnelles agricoles pour une transformation rapide des systèmes agroalimentaires, mais également une redistribution équitable des ressources afin que personne ne soit vraiment laissé de côté. Cet appel conforte bel et bien la vision du président de la République, son Excellence le président Patrice Talon, pour le secteur agricole. Selon le ministre, cette commémoration est couplée de la célébration de la 28e édition de la campagne de collecte de fonds intitulée Téléfood, instituée par le FAO depuis 1996. Suivez les précisions avec le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui. En effet, la mise en œuvre du plan stratégique de développement du secteur agricole, puis les plans nationaux d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle ont permis de doter cette vision d'une boussole et d'importantes ressources financières pour engager plusieurs actions
porteuse de résultats satisfaisants, à n'en point douter, toutes choses qui relèvent et qui révèlent donc une position avant-gardiste du Bénin face au thème de l'année. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, nous allons également lancer ce 16 octobre 2024 la 28e édition de la campagne Téléfood, qui est un événement annuel de sensibilisation et de collecte de fonds initié par la FAO au lendemain de son sommet mondial de 1996. Cette initiative a donné une impulsion aux contributions visant à éradiquer la faim. Au Bénin, grâce à la solidarité internationale et à nos souscriptions, Téléfood a permis de financer plusieurs micro-projets agricoles au profit des couches les plus vulnérables. Saisissant l'occasion, le ministre a rappelé le lieu de la tenue cette année de la célébration de la 44e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, tout en invitant le peuple béninois à l'unité à cette fête. Extrait de ses propos. C'est pourquoi je lance un appel pressant à tous les compatriotes et à toute personne de bonne volonté à souscrire dans le cadre de la collecte de fonds durant la période de 16 octobre 2024 au 15 octobre 2025. Quoique remarquable, les avancées de notre agriculture ne nous autorisent pas à nous contenter tant que la faim et la malnutrition subsistent autour de nous et dans le monde et que des besoins de nouvelles technologies de production agricole continuent de s'imposer. Poursuivons alors la dynamique pour ne laisser personne de côté. Après Sabalou en 2023, où nous avions célébré la précédente édition, c'est à Zapota dans le département du Zou que je vous invite cette fois-ci pour célébrer la 44e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. Vive l'agriculture, vive la solidarité internationale et nationale, vive la FAO, vive le Bénin. Bonne célébration de la 44e Journée mondiale de l'alimentation. D'une journée à une autre, pour le pain et pour la paix et la liberté, c'est le thème retenu pour l'édition 2024 de la commémoration de la Journée mondiale du pain. Une célébration qui vise à honorer le pain sans doute, sans toutes ses formes et à sensibiliser le public à l'importance de cet aliment traditionnel. Le pain, symbole de partage et de convivialité, est célébré pour sa diversité et son rôle nutritionnel. La Journée mondiale du pain a pour objectif principal de promouvoir la consommation du pain et de mettre en lumière ses bienfaits pour la santé. Cette commémoration cherche également à valoriser le travail des boulangers et à encourager les pratiques durables dans la production du pain. En marge d'une telle célébration, une équipe de la rédaction de Sota FM était au contact d'une gérante de boulangerie ici à Malanville, Colette Dera, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, donne son appréciation de la célébration d'une telle journée, sans oublier les difficultés rencontrées dans l'exercice de ce métier. Extrait de ses propos. Je suis content d'entendre qu'il y a une journée dédiée à la fabrication du pain. Par rapport à ça, je comprends aussi que la fabrication du pain, c'est aussi bon que l'État a pu dédier une telle journée pour ça. C'est une bonne décision de célébrer la journée. Et par rapport à ça, est-ce que la population est informée? Et comment l'État a pris engager cette décision? Nous rencontrons d'énormes difficultés par rapport à la fabrication. Je donne un exemple palpable d'hier. À cause du coupure du courant, nous n'avons pas eu de la glace pour la fabrication du pain. Donc ça a causé beaucoup de problèmes. À cause du coupure, on n'a pas pu produire la glace. Du coup, ça a baissé la production d'aujourd'hui que les clients devaient prendre. Donc il y a difficulté. Par exemple, et la mévente, les clients se plaignent qu'il n'y a pas le marché. Quand ils prennent le pain, elles ne vendent pas. Donc du coup, elles diminuent du jour au jour la commande. Donc on voit aussi le temps est. La population a envie de consommer, mais ils n'ont pas l'argent pour en acheter. Nous demandons une doléance à notre État, au président, parce que s'il n'y a pas d'entrée, il n'y aura pas de sortie. Toutes les poches sont secs. C'est à lui de revoir ses budgets. Que représente alors le pain pour les citoyens malanvillois? Nous avons posé la question aux citoyens malanvillois dans les rues secondaires. Je vous invite à suivre ici les propos de Aminou Traoré et de Ousmane Moussa. Le pain, c'est le manger. On boit le pain avec du thé. Mais moi, chez moi, je ne mange pas pain. Moi, c'est pas la pâte. Moi, je suis l'Africain. Moi, c'est pas la pâte. Moi, je ne mange pas pain. Si moi, je veux manger pain, là, bon, je ne sais pas, je ne mange pas, mais je mange, mais pas trop. Je mange un peu seulement sans la pâte. Moi, je ne mange pas pain.
chez moi. Moi, si je voyage, l'igname, ils sortent un peu de fromage pour amener la famille. Moi, je n'ai jamais acheté pain. Mais les gens m'amènent pain, c'est les enfants qui mangent chez moi dans ma maison. Bon, ce que je peux acheter, bon, je vais vers Cotonou, arachide, gari, un peu de gari avec l'igname que bon, on peut faire à la maison pour manger là. Bon, c'est ça que moi j'achète. Moi, si quelqu'un voyage à côté de moi, ça me dit rien. Il m'a amené, il m'a pas amené, moi ça me dit rien à côté de pain. Mais s'il a amené un peu de l'igname, soit gari là, s'il m'a donné, je veux. Le pain, non. Moi, je ne veux pas le pain. Je ne veux pas le pain. Le pain, c'est une bonne nourriture que l'on doit manger pour se satisfaire un peu. J'aime le pain, mais ce n'est pas tous les pains que je mange. Les catégories de pain, j'aime le pain pour brancher. En plus, pour aussi une autre qualité aussi. Et le pain de restaurant là ici, ce n'est pas les mêmes. Je vois qu'il y a la différence. Pour Togo, la différence. Pour Nigeria aussi, c'est différent. Mais pour le Bénin. Mais ça va bien. Mais quand même, je le souhaite bonne arrivée quand même. C'est des enfants qui ne seraient pas satisfaits. Et côté un grand comme ça, bon, ça n'a pas besoin encore de demander pain, tout ça là. Si l'homme a déjà descendu en bonne santé là, il faut lui souhaiter bonne arrivée. D'une journée à une autre, cette fois-ci, retour sur l'actualité. Ils sont à l'honneur depuis hier. Ce sont donc les personnes malvoyantes. 24 heures leur est dédiée justement pour penser à cette catégorie de personnes à travers la journée internationale de la canne blanche. Commémorée chaque 15 octobre, cette journée d'envergure mondiale vise à sensibiliser le public à la cécité et au moins de permettre aux personnes malvoyantes ou malvoyants de vivre et de travailler de manière indépendante. Ainsi, l'accent est mis sur la canne blanche, un outil de mobilité qui donne de l'indépendance aux malvoyants dans leur déplacement. Suivez pour plus de précision un utilisateur de la canne blanche, Martin Wourou, un handicapé visuel au micro de Sota FM. La canne blanche, comme son nom l'indique, c'est un bâton blanc et ce bâton permet à la personne handicapée visuelle de se déplacer tout seul sans heurter des objets qui seront positionnés sur son passage. Alors, la canne blanche visiblement a une utilisation simple que les gens qualifient parfois magique, parce que pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment la canne blanche se disent lorsque la personne malvoyante garde ce bâton, ça lui montre la route. Non. Alors, lorsque vous gardez la canne blanche, vous l'attendez devant vous, ça sera en train de faire un balayage de gauche à droite pour éviter tous les obstacles qui sont sur la route. Dès que, par exemple, je suis sur la route et que je suis en train de marcher, la direction prise, c'est vers cette direction, la canne est tendue. Et de tous ces côtés-là, la canne sera en train de balayer, mais avec une certaine élégance. S'il y a par exemple un caniveau ou un poteau devant là, la canne va toucher le poteau. Là, la personne malvoyante va donc éviter l'obstacle. La canne blanche apparaît ainsi comme un symbole universel dans la mobilité des aveugles. Il permet aussi aux usagers de la route de faciliter la traversée aux personnes atteintes du handicap visuel. Mais ce droit est-il réellement respecté sur nos axes routiers au Bénin? Une grosse interrogation. Martin Wourou fait donc le témoignage que voici. Dans des zones où les gens maîtrisent très bien l'utilisation de la canne blanche par la personne handicapée visuelle, lorsque cette personne est positionnée au niveau de la route et qu'elle a soulevé sa canne blanche et que les gens ont ralenti, il n'a pas su ou il a peur de se traverser, certains sortent même de leur véhicule ou garent leur moto et viennent l'orienter pour qu'il puisse traverser tranquillement. Malheureusement, dans des zones où nous habitons actuellement, vraiment, vous savez bien, le comportement des motocyclistes ne répond pas aux besoins. Ça ne nous permet pas d'utiliser la canne blanche là. On l'utilise. Mais lorsque vous faites usage de ça, les gens risquent de vous renverser parce que ils se disent on ne peut pas quand même freiner pour une personne au bord du goudron alors que le goudron est réservé pour les motos. Donc tout ceci, est-ce que c'est manque de sensibilisation? Je ne sais pas. Très peu d'usagers de la circulation connaissent la signification exacte de la canne blanche ou alors bafouent le droit des aveugles selon le constat. C'est pourquoi Hippolyte Roquet, coach en développement personnel et pensionnaire du Centre des aveugles de Parakou, lance cet appel que voici.
Voici ce que les gens devraient savoir. Lorsqu'une personne handicapée de vue se présente au bord d'une voie et qu'elle soulève sa canne, tous les usagers de la route devraient s'arrêter afin que cette dernière puisse passer. Mais le constat est que lorsque ces personnes se placent sur la voie et qu'elles soulèvent leur canne, les usagers de la voie ne s'arrêtent pas. D'autres préfèrent les cogner et c'est ce qui n'est pas vraiment bien. Par cette journée, nous comptons sensibiliser tous les usagers de la route sur l'importance de la canne blanche et la conduite qu'ils doivent tenir en de telles situations. Lorsqu'ils voient quelqu'un s'arrêter avec sa canne, ils doivent s'arrêter, si possible l'aider à traverser la route. Aujourd'hui, c'est ces personnes-là qui ont besoin de vous. Demain, nous ne savons pas si nous aurons besoin de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'est la canne blanche et son importance dans la société et ce que les usagers doivent faire pour pouvoir respecter ce signe international de la cécité. Mesdames, Messieurs, cette fois-ci, nous allons marquer juste une courte pause. C'est la pause qui s'impose. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Direction Cotonou, la deuxième session de la conférence des gestionnaires, des ressources humaines de l'État au titre de l'année 2024 se tient du 15 au 16 octobre 2024 à la salle des fêtes des tours administratives avec la participation effective des secrétaires généraux et directeurs de la planification de l'administration et des finances des ministères de la République. À l'ouverture de la séance, il est d'abord revenu justement, il s'agit du secrétaire général du ministère du Travail et de la fonction publique, Germain Noumagnon, qui est revenu sur les mobiles de cette rencontre et situe les assises. On écoute pour plus de précision Germain Noumagnon à Lokbo. C'est un honneur pour moi ce matin de prendre la parole en premier dans le cadre de l'organisation de cette conférence des gestionnaires des ressources humaines, qui est une instance qui aborde les questions de la gestion des ressources humaines. Nous avons inscrit un document important qui est le décret portant évaluation de la performance des agents de l'État. C'est un système qui est mis en place déjà par le statut général de la fonction publique, 2015-18 du 1er septembre 2017. Toutes les parties prenantes au niveau de tous les ministères avaient à cœur de pouvoir baser l'évaluation des performances des agents de l'État sur des faits vérifiés. Nous avons l'habitude de noter les agents sur la base peut-être de notre sentiment, on va dire un peu de ce que nous pensons que les agents ont fait au cours d'une année. Mais aujourd'hui, il est temps de pouvoir nous asseoir et de réfléchir sur un système innovant, un système déjà prévu par le statut général de la fonction publique. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de vous recevoir ici dans cette grande salle pour évaluer évidemment ce dispositif. Et je pense que les personnalités ici présentes sont suffisamment représentatives pour porter la voix de chaque ministère afin que les opinions, afin que les commentaires des uns et des autres puissent compter sur ce nouveau dispositif que nous voulons mettre en place. Les gestionnaires des ressources humaines ont un rôle essentiel à jouer dans ce nouveau système, selon Victorien Renvoi, le directeur de cabinet du ministère du Travail et de la fonction publique représentant le ministre Adidiatou Matisse Empêché. On l'écoute. Nous voici réunis de nouveau dans cette salle des fêtes des tours administratives où nous avons tenu en mai dernier la première section de la conférence des gestionnaires des ressources humaines de l'État au titre de l'année 2024. Je voudrais à l'entame de mon propos saluer l'implication et la part active de chaque acteur de la chaîne de gestion des ressources humaines de l'État à la réalisation de ces défis chers au gouvernement, à savoir l'effectivité dans notre pays d'une administration performante, capable de délivrer des services de qualité aux usagers clients. L'utilité de l'évaluation de toute action entreprise est de déterminer ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré au moyen de la prise de décision. Aussi, dans la quête d'une administration béninoise performante, le gouvernement a-t-il commandité en 2018 une étude sur la conception du système d'évaluation assorti d'indicateurs de performance et d'un projet de décret fixant les modalités d'évaluation des performances des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'État. Contrairement au système actuel d'évaluation qui est basé sur une notation des agents de l'État, le nouveau système d'évaluation privilégie une démarche axée
sur des principes et critères bien définis qui valorisent les ressources humaines de l'État et participent à la performance de l'administration publique en raison des innovations contenues dans les outils proposés. Ces outils recouvrent l'alignement des objectifs individuels sur les objectifs organisationnels. De cette actualité, nous allons parler tout autre chose, notamment dans cette même veine. 8 ans de gouvernance du président Patrice Talon, les ministres poursuivent justement leur édition de compte de la santé à l'agriculture, la sécurité, l'enseignement supérieur. C'est au tour du ministre des enseignements maternels et primaires de faire son bilan. Le ministre Salimane Karimou a passé donc en revue les actions du chef de l'État Patrice Talon dans son département ministériel. Selon le ministre, depuis plusieurs années, l'école béninoise était donc pratiquement dans la croisée des chemins. Écoutons pour plus de détails Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires. La situation de l'école béninoise, n'est-ce pas, ne peut pas être présentée de 2016 à aujourd'hui, mais beaucoup plus avant. Si nous faisons un peu l'histoire, vous allez comprendre que depuis la conférence nationale des forces vives de la nation, je veux dire, lorsque nous sommes rentrés dans ce que nous appelons le renouveau démocratique avec les régimes successifs, il faut retenir que l'école béninoise n'a connu d'accalmie que pour quelques années. Je veux dire de façon précise, entre 1991 et 1996, on pourrait dire qu'à ce moment, on pouvait parler, n'est-ce pas, de l'école béninoise en termes d'une école rénovée. En ce sens que nous venons de sortir non seulement de la conférence, mais également des états généraux de l'éducation. Alors à partir de 1998 jusqu'en 2016, l'école béninoise était pratiquement dans la croisée des chemins. Il n'y avait pas une année scolaire sans mouvement. Le slogan partagé par tous, c'était qu'il fallait sauver, n'est-ce pas, l'année scolaire, parce que chaque année scolaire était caractérisée par des mouvements de grève. Conséquence, c'est que les niveaux des apprenants ont chuté à tout point de vue. Et il y a des exemples en la matière, tant qu'à l'interne qu'à l'externe, nous étions pratiquement à la traîne. Que ce soit au primaire ou au secondaire, dans les universités ailleurs, le Bénin était vraiment à la traîne. Alors, à partir de 2016, il fallait prendre le taureau par les cornes. C'est aussi l'occasion pour le ministre Salimane Karimou d'aborder plusieurs composantes de ce sous-secteur de l'éducation, sans oublier les problèmes de l'école béninoise. Une fois de plus, on écoute Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires. 2016 à 2021. Chaque sous-secteur devrait présenter au peuple ce qu'il entendait en ce moment-là faire pour relever le défi. Que le diagnostic a été fait. Ce que nous avions essayé de faire également au niveau de ce secteur des enseignements maternels primaires, en prenant en compte chacune des composantes du système éducatif béninois, notamment du sous-secteur des enseignements maternels et primaires. La première composante, c'est l'accès, l'équité, la rétention de l'école. La deuxième composante porte sur la qualité de l'enseignement. Et nous avons à dessein mis un peu de côté la composante relative au pilotage et au service, n'est-ce pas, au soutien des services. En 2016, le déficit en termes de salles de classe était criard, suffisamment criard. On avait noté d'insuffisance de salles à hauteur de 8794. Il fallait faire quelque chose. Donc, dans le programme d'action du gouvernement numéro 1 en 2016, nous avions déjà annoncé au peuple béninois que chaque année, durant le PAG1, nous allons mettre à disposition 6000 salles de classe. Ce qui converse que chaque année, il fallait faire de répartition pour obtenir un certain nombre de salles de classe. Et nous devrons pouvoir réhabiliter un certain nombre de salles de classe. Nous avons mis que nous allons réhabiliter 1500 salles de classe, n'est-ce pas, durant le quinquennat. Donc voilà, en termes d'accès, ce que nous avions prévu. La question de subvention des écoles n'est pas passée inaperçue par le ministre. Il a également évoqué le problème des enseignements, du manque d'enseignants dans les classes. Extrait de ses propos.
Et depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, les écoles reçoivent et attendent, je dirais, au bon moment les subventions. Les subventions, c'est quoi? C'est les ressources que l'État met à la disposition de chaque école pour assurer le fonctionnement. Alors, c'est calculé en sorte que chaque classe puisse avoir un minimum de 3 000 francs pour assurer son fonctionnement. C'est juste pour l'acquisition des fournitures. C'est juste pour régler les petits problèmes. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'en dehors également de quelques disparités par endroit, le déficit est en train d'être comblé. Pour ne pas dire le déficit est totalement comblé. En 2016, le déficit est de 12 126 enseignants. Je disais il y a pas longtemps, quelque part, qu'est-ce que vous pouvez attendre de bon d'un apprenant qui n'a pas reçu d'enseignant ou qui a reçu d'enseignants de mauvaise qualité? Ce n'est peut-être pas la faute de l'enseignant lui-même. Alors, 12 126 classes n'avaient pas d'enseignants. Alors, il fallait parer au plus pressé. Et dans la même année, en 2016, nous avons pris des dispositions pour parer au plus pressé. Donc, certains enseignants, en ce moment, peut-être ils avaient leur raison, étaient au poste sédentaire alors qu'ils étaient encore valides, ils n'étaient pas malades, ils étaient encore jeunes. On a redéployé sur le terrain, on a comblé avec un peu moins de 4 000. L'État a fait des recrutements au début de 2017, on a remis dedans. Et ensuite, l'État a mis en place le programme de préinsertion dans l'enseignement, le fameux programme aspirant au métier d'enseignant. Et aujourd'hui, nous avons 14 402 actuellement qui travaillent. Mesdames, Messieurs, nous dressons à présent le tapis vert pour les nouvelles sportives et c'est tout de suite. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Nous allons parler dans ce journal de l'élimination, sinon l'éliminatoire CAN 2025, le Bénin s'incline contre le Rwanda. Donc, il faut noter que le Bénin ne rejoint plus le rang des équipes déjà qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. À pour cause, les Guépards ont mordu la poussière face aux Amavubi du Rwanda. L'équipe de Génoro s'est inclinée 2-1 contre celle de Toursten. Ce match comptait pour la 4e journée des éliminatoires. Le Bénin est tombé en terre rwandaise ce jour hier. Donc, pourtant, c'est bien les Guépards qui s'y allaient pour la première fois dans la rencontre, malgré la possession des Amavubi. Le Bénin va ouvrir donc le score dès la 42e minute du jeu sur une perte offensive rapide. Junior Olaitan, donc de la défense adverse, avait donc avant de servir Imran côté gauche. Ce dernier sert donc en première intention Andreas Rontondi qui catapulte le ballon dans les filets. 0-1, le Bénin prend donc l'avance et le conserve donc jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, le Bénin reçoit un premier coup dur. Le buteur Andreas Rontondi est blessé et remplacé par Jordan Dossou contre le cours du jeu. Innocent Ntoui va marquer donc et permettre au Rwanda de revenir dans la partie. Le Rwanda menaçait donc revient à la charge 4 minutes plus tard sur une offensive. Junior Olaitan commet donc l'inséparable dans sa surface et l'arbitre désigne le point de pénalty. Djibril Bizama prend ses responsabilités et marque devant Marcel Didonou. Impuissant, le Rwanda maîtrise donc parfaitement sa fin de match et conserve le score jusqu'au sifflet final. Le Bénin conserve la 2e place de ce groupe D avec 6 points. Le Rwanda reste également 3e mais compte désormais 5 points. Le Nigeria reste leader avec 7 points et la Libye 1 point ferme à la marche. C'est ce qu'on peut retenir en matière de nouvelles sportives. Et justement, nous bouclons cette session de l'information. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Collaboration technique, Aboubakar Doko à l'édition, Karim Innocent en direct pour la présentation. Bruno Gakli, c'est mon nom. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir.